Bonsoir. Là, il manque une biologiste là, de AG Environnement qui va arriver. Elle n'est pas très loin, mais on va commencer tranquillement. C'est la deuxième présentation, ça fait qu'on ne prendra pas de retard. Je vais vous présenter, on a les gens de la MRC, Emmanuel et Ariane, de la MRC, département d'aménagement, qui vont nous faire une présentation, eux, au niveau de la libre écoulement des eaux et des obligations là, des MRC envers ça. Ensuite, la firme AG Environnement, qui est celle qu'on attend qui va arriver, qui va nous présenter un rapport qui avait été fait en 2019 sur le plan de protection des berges. Puis, on a Nicolas Bergeron, qui est biologiste aussi, spécialiste des castors. Il va nous parler de ça un petit peu tantôt. Puis après ça, on va faire un wrap-up de tout ça. Donc, pour faire l'historique un peu, aujourd'hui, on veut vraiment parler particulièrement du ruisseau Lefebvre, parce que c'est le ruisseau qui est le plus problématique. Par contre, il y a beaucoup de choses qui vont s'adresser à l'ensemble de nos cours d'eau puis des castors qu'on a un petit peu partout, là. Donc, c'est quand même du général, mais on va adresser vraiment les particularités du ruisseau Lefebvre là, pour exposer un peu qu'est-ce qui se passe puis tout ça. Alors, je vais céder tout de suite la parole aux gens de la MRC, puis ensuite, les questions, ça va être à la fin. Là, on a du temps prévu pour les questions. Juste vous mentionner aussi qu'on enregistre la séance pour les documents, là, pour avoir tout, là, juste pour que tout le monde soit au courant. Donc, c'est enregistré. Puis les questions, ça va être au micro ici à la fin. Merci beaucoup. Oui, donc bonsoir tout le monde. Ariane Caron-Davio, je suis chargée de projet à l'environnement pour la MRC d'Antonabel et je suis accompagnée de ma collègue Emmanuelle Marcil, qui est directrice adjointe au service de l'aménagement à la MRC également. Donc, on va partir un peu de la base, là, de où ça vient exactement la gestion des cours d'eau, de quelle loi ça découle. Donc, si on y va, ça découle de la loi sur les compétences municipales. Il y a quelques articles de loi qui viennent vraiment préciser les obligations des MRC en lien avec la gestion des cours d'eau. Là, je vais les lire parce qu'ils sont très importants. On peut commencer avec l'article 104. Tout MRC peut adopter des règlements pour régir toute matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances. Donc, oui, la MRC a adopté des règlements en vertu de cet article-là. Ensuite, article 105, tout MRC doit réaliser les travaux requis pour établir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes et des biens. Là, si je définis la notion d'obstruction, on peut parler de ponceau de diamètre trop petit, on peut parler de débris dans un cours d'eau, de barrage de castor, comme c'est le cas pour le cours d'eau Lefebvre. Ensuite, 106, tout MRC peut réaliser des travaux permettant la création, l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau. Qu'est-ce que l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau? Là, c'est plus des travaux qui vont venir changer la géométrie d'un cours d'eau. Donc, mécaniquement, on va aller retirer des sédiments dans le fond d'un cours d'eau ou on va aller l'élargir pour justement qu'il y ait un débit d'eau plus rapide qui s'écoule dans le cours d'eau. Surtout en milieu agricole. Oui, on fait ça surtout en milieu agricole. Étant donné que les cours d'eau se sédimentent au fil des années, puis ça peut impacter le drainage des terres agricoles, bien, la MRC peut faire la gestion de cours d'eau en milieu agricole pour améliorer le drainage. Ensuite, article 108, tout MRC peut, par entente avec une municipalité locale de son territoire, lui confier l'application des règlements, le recouvrement des créances et la gestion des travaux. Bon, suite à tous ces articles-là, la MRC a adopté un règlement, une politique et une entente en lien avec la gestion des cours d'eau. Donc, on a un règlement pour vraiment encadrer la gestion. Une politique, c'est plus au niveau des définitions. Là, il y a plus de descriptifs puis d'explicatifs en lien avec les compétences de la MRC, les compétences des municipalités. Donc, ça, c'est un document qui vient plus compléter les descriptions. Puis une entente avec les municipalités pour justement une fourniture de services là, au niveau plus local pour la gestion des obstructions. Ça, je vais en parler un peu plus à la prochaine diapo. Lorsqu'on parle d'une entente relative à la gestion des cours d'eau, l'objectif est que les municipalités, étant donné qu'ils ont les ressources matérielles et humaines sur place et que la problématique est plus au niveau local, bien, on adopte une entente pour que les municipalités fournissent à la MRC un service de gestion de certains travaux, notamment gérer les travaux de nettoyage, donc tout ce qui est retrait d'obstruction, comme j'en faisais mention tantôt, là, ponceau trop petit, débris, barrage de castor. Ensuite, fournir les ressources matérielles et humaines aux travaux requis.
et recevoir, transmettre et émettre ses recommandations à la MRC à l'égard des demandes de travaux d'entretien ou d'aménagement. Donc, c'est vraiment une forme de collaboration qu'on a avec les municipalités pour accomplir ces compétences-là. Ensuite, politique barrage de Castor. L'employé de la municipalité locale peut procéder au démantèlement d'un barrage de Castor qui constitue une obstruction dans un cours d'eau et doit le faire lorsque ce barrage représente une menace pour la sécurité des personnes et des biens. Donc, l'obligation d'agir vient vraiment avec la notion de menace. Sinon, c'est vraiment plus une action facultative. Là, il n'y a pas systématiquement des retraits de barrages dans les cours d'eau. C'est vraiment plus quand il y a une menace qu'il y a une obligation d'agir. Puis il est aussi à noter que la loi sur les compétences municipales implique l'atteinte d'un écoulement fonctionnel et non d'un écoulement parfait. Donc, on cherche vraiment plus à l'eau s'écoule pour minimiser les menaces et non pas à libérer un cours d'eau de toutes ses entraves pour qu'il y ait vraiment un écoulement parfait en tout temps. Ensuite, je trouvais de circonstance de mettre en contexte et d'aller chercher des photos historiques du cours d'eau Lefebvre, étant donné qu'on est en milieu anthropique, puis il y a eu beaucoup d'activités par le passé. Donc, ça, c'est la photo la plus ancienne qu'on a réussi à aller chercher. C'est de 1965. Là, selon les discussions que j'ai eues, le cours d'eau aurait été dragué au début des années 50 pour un motif de navigation. C'était un petit peu à la mode à cette époque-là. Le gouvernement fédéral il draguait beaucoup de cours d'eau pour faciliter la navigation entre des plans d'eau. Donc là, on est en 1965, donc environ une douzaine d'années suite aux travaux de dragage. Donc on voit un cours d'eau qui s'écoule, qui est assez large. On voit aussi qu'il y avait un chemin qui traversait déjà à l'époque le cours d'eau. Puis on voit qu'il y a des activités anthropiques, là, notamment de la coupe de bois. Puis le chemin Léonard, au sud du cours d'eau, là, il n'était pas encore construit, il ne traversait pas encore le cours d'eau. Ensuite, 1982, là, les résolutions ne sont pas toutes les mêmes. Là. Il y a des photos moins bonnes que d'autres. 1982, bien là, on voit là, le chemin Léonard il a été construit. Donc, c'est sûr que ça peut apporter plus de sédimentation dans le cours d'eau parce qu'on vient rétrécir un peu la largeur du cours d'eau. Donc, les sédiments, ils arrêtent de se jeter dans le lac du Cerf. Puis ça peut changer un peu la dynamique du cours d'eau là, au fil des années. Ensuite, 2001, on fait quand même un bond de 20 ans. Je n'ai pas trouvé de photos entre les deux époques. Là, on voit vraiment que le cours d'eau, il n'a pas été redragué. Donc, on voit au fil des années, les sédiments, ils s'accumulent au fond du cours d'eau. Donc, c'est sûr qu'il va avoir tendance à rétrécir, puis aussi à être moins profond. Puis, on voit aussi qu'il y a un barrage de Castor, là, dans le fond, un peu après le petit chemin qu'on voit en haut. Il y a déjà des activités de castor là, qui sont établies dans le cours d'eau en 2001. Oui, un petit peu à gauche, là. Dans le fond, ça bloque. Bien, à droite de la trail de VTT, dans le fond. Et là, il y a un barrage. Il y a une différence, on le voit, là, le lit d'écoulement est vraiment différent. Ensuite, 2014, c'est sûr que la quantité d'eau dans le cours d'eau peut varier selon les saisons. Je n'ai pas la date exacte des photos à laquelle ont été prises, mais ça se peut qu'il y en ait qui a été pris en été, d'autres au printemps, donc ça peut faire changer le niveau d'eau dans le cours d'eau. 2014, on sait que c'est en période de crue. Encore là, on voit qu'il y a encore des barrages de Castor dans le cours d'eau. Il y a les deux chemins qui traversent le cours d'eau. Donc, on voit un petit peu les zones. On voit plus de barrages de Castor là, en amont, plus au centre, là, oui. Un là. Puis c'est un petit peu, là, si on va à la dernière photo, c'est un petit peu ce qui est représenté aussi actuellement. Là, c'est les mêmes barrages qu'on voit pratiquement au même endroit. Là. Donc, les castors sont bien établis, puis ils font plusieurs barrages sur le cours d'eau. Donc, voilà pour le contexte du cours d'eau. Puis ça fait un petit peu le tour là, de ce que je voulais mentionner. Là. Merci. Là, ça va être Annie, on va juste lui laisser le temps de s'installer. De la firme AG Environnement. Va expliquer là, le rapport qu'elle avait produit en 2019 là, concernant un plan de protection des berges pour le lac. Puis, va expliquer là, le contenu du rapport, finalement. OK. Les grandes lignes, bien, en tout cas, tu as une présentation, oui, je te laisse aller. Prends ton temps, là.
Je parle jamais avec un micro, je parle trop fort. Bonjour tout le monde, bonsoir en fait. Donc, pour préciser, nuancer un petit peu, j'avais pas fait vraiment de rapport sur la stabilisation des rives du lac Lefebvre. Mon mandat avait été, en 2019, d'aller voir un petit peu c'était quoi les obstructions au niveau du cours d'eau, fait que de l'exutoire, de voir... Tout le monde avait remarqué que le niveau était bien plus élevé, fait que de voir un petit peu ce que causait ça. Et là, j'ai produit un rapport qui donnait un petit peu les causes. Donc, effectivement, il y a vraiment de la sédimentation dans le cours d'eau. Il y a aussi les barrages de Castor qui font en sorte que le niveau se maintenait plus élevé. À ce moment-là, selon mon évaluation assez globale, même en retirant la totalité des barrages de Castor, le niveau du lac ne pouvait pas revenir à ce qui était dans les décennies précédentes, donc ne pouvait pas revenir aussi bas que le niveau que la plupart avaient connu. Donc là, il y avait quand même une problématique au niveau des rives, au niveau de l'érosion des rives. Donc, un second mandat nous a été confié pour aller voir un petit peu, aller faire le tour du lac, regarder les différents terrains, regarder c'était quoi la problématique, puis essayer de faire un espèce de programme ou un projet où tout le monde aurait pu embarquer et ensemble stabiliser les rives. Donc, moi, j'avais produit, par terrain, un petit peu c'était quoi l'érosion des rives, par terrain habité. Puis, tu sais, j'avais un petit peu donné les étapes subséquentes qu'aurait pu être le projet de stabilisation. À ce moment-là, c'était Annabelle qui était en poste, donc je pense que c'est elle qui avait fait le sondage à tout le monde, voir qui pouvait être intéressé. Je pense que la réponse à ce moment-là n'avait pas été excellente, donc finalement, le projet n'avait pas donné suite. Ce qu'on m'a demandé, en fait, c'est de représenter ça un petit peu. Donc, si on voulait l'actualiser, le mettre présentement, parce que je vous rappelle, j'ai fait ça en 2019-2020. Donc, si on veut le ramener 2024-2025, actualiser le tout, comment ça pourrait se dérouler. Donc, oui. Oui, juste revenir un petit peu. Donc, cette fois-ci encore, je pense que le fait de se regrouper, entre autres pour les autorisations environnementales pour la stabilisation des rives, ça peut être une bonne formule, une formule qui est facilitante et à moindre coût également. Donc, c'est un petit peu ça que je présente. Il faut savoir qu'on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut dans les rives. Je pense que vous le savez déjà. Pour faire une stabilisation, aussitôt qu'on va en bas de ce qu'on appelait avant la ligne des hautes eaux, vous savez, le ministère change les termes de temps à autre. Fait qu'avant, on appelait ça la ligne des hautes eaux. Maintenant, on appelle ça la limite du littoral. Donc, quand on est sous cette limite-là, en fait, c'est l'habitat du poisson. Et à ce moment-là, la LCMVF, Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, s'applique. Donc, pour faire des travaux dans le littoral, ça prend une demande d'autorisation au ministère de la Faune. Le ministère de la Faune est avec le ministère de l'Environnement, mais c'est vraiment deux directions différentes. Donc, il faut déposer également une demande au ministère de l'Environnement selon la Loi sur la qualité de l'environnement, donc la LQE. Et à ce niveau-là, on essaie toujours de voir est-ce qu'il y a possibilité de faire des actions qui ne demandent pas d'autorisation ministérielle. Parce que des autorisations ministérielles, le processus est très long. On parle de minimalement 1 an pour obtenir les autorisations et les coûts sont quand même assez élevés. Donc, la première chose à faire, c'est de voir est-ce qu'il y a une façon
de pouvoir stabiliser les rives sans avoir à demander les autorisations ministérielles. Au niveau du ministère de la Faune, quand ce n'est pas des matériaux inertes, on parle surtout de roches et tout ça, donc si on essaie de stabiliser, mais plus avec des plantes, puis avec des matériaux biodégradables, bien, tu sais, on peut y aller sans trop intervenir là, dans le littoral, puis sans demander d'autorisation au ministère de la Faune. Au niveau du ministère de l'Environnement, les règlements ont changé en 2021 et maintenant, c'est l'article 337 du RAFI, donc le règlement encadrant l'impact sur les activités, donc l'impact environnemental, qui nous dit que si on a moins de 50 mètres de long en stabilisation avec de la phytotechnologie, donc seulement des plantes ou à peu près, donc, ou du biodégradable, ou bien 30 mètres de long, 30 mètres de longueur de rive par terrain, avec un amalgame de plantes et de matériaux inertes, bien, on n'a pas besoin de faire de demande d'autorisation à l'environnement. Donc, ça va être ça qu'il va falloir regarder en premier, voir est-ce qu'il y en a plusieurs, c'est bon, qui peuvent se faire sans demande d'autorisation. Ici, je m'excuse si vous reconnaissez, c'est des photos que j'ai prises au lac Lefebvre, mais bon, il n'était pas maquillé, mais j'ai pris vraiment au hasard des terrains. Donc, un terrain comme celui-là, c'est assez limite. On voit qu'il y a une bande d'érosion complètement en bas, puis on voit que dans le talus, il y a de l'érosion aussi, et juste en haut, il y a une construction. Donc ça, c'est limite. Est-ce qu'on est capable de réaliser des travaux de stabilisation sans avoir à demander des autorisations? Il va falloir vraiment aller prendre des bonnes mesures puis savoir exactement. Il faut savoir aussi que quand on parle vraiment de gros travaux de stabilisation, bien, ça prend des plans et devis d'ingénieurs. Fait que si jamais on fait des murs, des choses comme ça, c'est vraiment des plans et devis d'ingénieurs. Alors que si on fait juste un travail dans la berge pour, on va appeler ça plus un plan d'aménagement au niveau des rives, ça peut être fait sans ingénieur, mais au niveau, si jamais il y a menace structurelle sur un garage, sur une résidence, bien, c'est sûr que les ingénieurs vont être impliqués. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, ça passe par les demandes d'autorisation. Donc, celle-là, c'est limite. Si on va à la prochaine, une rive comme celle-là, où on voit que dans le bas, il y a vraiment un petit peu d'érosion. Là, l'eau était haute. Donc, si l'eau baisse, on va voir vraiment dans le bas que l'eau en montant est venue laver le bas du talus. Ça, c'est possible si on n'a pas trop une grande longueur de le stabiliser. Je vous donne un exemple. Donc, ça peut être avec des boudins filtrants. Fait qu'on vient, par exemple, où il y a le sillon vraiment, où il y a la ligne qui a été lavée, on peut, par exemple, venir mettre un boudin filtrant. Un boudin filtrant, c'est en fait ce que je recommande. Ça peut être de la paille, ça peut être des copeaux de bois, des copeaux de noix de coco. Ce que je recommande le plus, c'est des copeaux de bois dans un filet qu'on vient mettre là où l'eau a lessivé le bas de la pente. Ce que ça va faire, c'est premièrement, ça va retenir les sédiments, donc pour plus que l'eau puisse venir gruger. Ça va nous permettre en arrière de venir replanter. Et quand l'eau va arriver, bien, elle va mourir dans tous ces petits interstices-là, dans tous les petits trous à l'intérieur du bois. Bien là, la vélocité de l'eau va mourir là, fait que les vagues, les changements de niveau d'eau vont avoir un moins gros impact à cet endroit-là. On peut
y aller aussi avec, on voit à notre droite des peignes végétaux, fait que ça peut être vraiment des végétaux qui sont tressés, qui sont mis là, puis qu'on essaie de mettre des branches en arrière et tout ça. Fait que le but est vraiment de faire une espèce de filet, une espèce de filtre pour retenir les sédiments, puis retenir les matières organiques qui vont continuer à s'accumuler avec les feuilles quand ils tombent et tout ça. Donc, recréer du sol qui va être propice à la reprise végétale puis pour qu'il y ait le moins possible d'érosion. Ce type de stabilisation-là, on en a déjà fait. Donc, ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, les boudins filtrants, la photo de gauche, bien, on le voit là, c'est assez malléable, donc ça les pousse vraiment bien les différents obstacles dans la rive. Souvent, pour que ce soit aussi très, très solide, ce qu'on fait, vous les voyez un petit peu, donc on plie des barres d'acier pour l'armature du béton, fait qu'on les plie sous forme de crampes, puis là, on vient vraiment... Avec ça, on vient ancrer le boudin filtrant. Puis, à l'arrière, bien là, on peut mettre un petit peu de terre qui va être bonne pour la reprise des végétaux. Par-dessus, on replante, fait qu'on remet des petits arbustes qui vont bien s'enraciner. Puis, on met de la paille par-dessus pour éviter que ça se lessive. Donc, ça, c'est vraiment la première année que ça avait été fait. Donc, à gauche, ce qu'il y avait, c'était vraiment un grand sillon d'érosion. Fait qu'on est venu mettre des serpentins de boudin qui faisaient comme des étages, puis on a reboisé. À gauche, on voyait ces différents... plus au centre, pardon, c'est en étages, fait qu'il y avait 2-3 étages. Fait que ça fonctionne bien et il y a moyen de faire un 50 mètres de long sans faire de demande d'autorisation. Fait que c'est quand même des choses qui peuvent être faites assez facilement. Mais il faut voir quel terrain on peut faire ça. Dans quel terrain c'est possible, puis dans quel terrain c'est impossible, puis il va falloir aller faire des demandes d'autorisation. Donc, si par exemple, tout le monde dit, bien, on n'a plus le choix, il faut réactiver le projet, il faut vraiment aller de l'avant avec la stabilisation des rives, bien là, on est rendu trop tard, mais au printemps prochain, il peut y avoir une nouvelle caractérisation qui va être faite. Je pense que depuis 5 ans, les choses ont sûrement évolué, fait qu'il va falloir retourner voir. Ensuite, il va falloir discriminer lesquels doivent aller en demande d'autorisation, lesquels n'ont pas besoin. Fait que ceux qui n'ont pas besoin pourront déjà commencer puis faire relativement rapidement des travaux. Mais on s'entend que, malheureusement, les pires cas d'érosion, eux, devront aller en demande d'autorisation, donc faire un processus qui est quand même beaucoup plus long. Quand on dépose une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, il faut faire une caractérisation écologique qui est complète, une étude écologique. Puis ça, ils nous demandent pratiquement une revue de littérature. Maintenant, c'est quand même très, très exigeant, tout ce qu'ils veulent qu'on leur mette dans ces études-là. Si, par exemple, il y a 4, 5, 8, 10 terrains qui doivent aller en demande d'autorisation, c'est tout autour du même lac, le contexte écologique est le même, donc ce serait possible de faire une seule étude écologique, mais pour toutes les rives, donc c'est sûr que ça revient moins cher. Et il y a des façons, donc ça pourrait être possible avec une belle mobilisation, de déposer aussi une seule demande d'autorisation. Les demandes d'autorisation, c'est quand même long aussi à remplir, à déposer et tout ça. Donc, d'en faire juste une, ça peut être bien. Puis déposer une demande d'autorisation juste au ministère de l'Environnement, c'est rendu autour de 3 500 $, je crois. Donc, si chaque riverain doit en déposer une versus si on est en groupe, ça paraît quand même beaucoup. Puis à ce moment-là, pour tout ce qui est des travaux qui demandent des autorisations, bien, les travaux ne pourraient pas être faits avant 2026, c'est certain. Fait que, faut vraiment se dire, c'est minimum 1 an le processus avant de pouvoir réaliser les travaux quand ça demande des autorisations ministérielles. Au niveau des coûts,
Une caractérisation, donc refaire une caractérisation, voir un petit peu les rives, lesquelles il faut absolument qu'il y ait en demande d'autorisation. C'est sûr que c'est autour de 5 000 $. Ensuite, l'étude écologique, habituellement, c'est entre 10 et 15 000. Ici, j'ai mis 15 000 parce que s'il y a plusieurs terrains, bien, c'est sûr que l'étude écologique est un petit peu plus longue que s'il y a un seul terrain. Fait que, par exemple, si on fait une grosse étude écologique pour tout le lac, puis pour tous les terrains qui veulent aller en demande d'autorisation, les demandes d'autorisation ministérielle en tant que telles, donc ça aussi, c'est quand même long les préparer, puis ça a un coût pour les déposer. Ensuite, au niveau des plans d'aménagement individuels, donc si on n'a pas besoin d'aller en demande d'autorisation, mais qu'on veut savoir exactement c'est quoi comment on fait les travaux sur la rive, si on n'a pas besoin d'autorisation ministérielle. Donc, comment on fait les travaux, qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux, qu'est-ce qu'on utilise comme plantes et tout ça. On peut penser autour d'un 2 000 $ par terrain. C'est sûr que s'il y en a beaucoup, ça peut diminuer. Par contre, si on va en demande d'autorisation puis que ça prend vraiment un plan de stabilisation, comme je le disais, il faut que ce soit signé par un ingénieur, fait que c'est sûr que là, les coûts, c'est plus du même ordre du tout. Donc là, on parle plus, au lieu d'un 2 000, c'est 5 à 10 000 $. Les matériaux, ça dépend. Donc, ce que je vous ai présenté, qui était quand même gros, c'était quand même assez gros, là, l'exemple que je vous ai présenté. Au niveau des matériaux, il fallait compter à peu près un 2 000 $. Au niveau des végétaux, ça l'avait coûté même pas 1 000 $. Fait que, il y a moyen de s'en sortir quand même. Au niveau des matériaux, ce qui va être plus cher, c'est s'il faut aller avec de la roche, donc de l'empierrement pour la stabilisation ou des murets. Ça, c'est sûr que le coût explose. Ce que je n'ai pas mis là-dessus non plus, c'est s'il y a besoin de machinerie également. Puis, parfois, le ministère demande de la surveillance, donc d'avoir quelqu'un qui est là, qui surveille pour que les travaux soient faits de façon conforme avec les lignes directrices du ministère. Fait que c'est sûr que si on regarde tout ça, bien, c'est un peu pour ça que le projet avait été abandonné il y a quelques années. Effectivement, ça représente quand même un investissement important. Les questions, je pense que vous voulez attendre un peu. Parfait. Merci, Annie. Donc là, on va enchaîner avec Nicolas Bergeron, là, qui va plus nous expliquer vraiment la présence des castors actuels dans le ruisseau, qu'est-ce qui est fait au niveau du trappage et tout ça, avec notre trappeur, là, ceux qui le connaissent tous. Tout le monde connaît Jude, je pense, là, qui est ici aussi. Fait que si on a des questions tantôt, il va être ici aussi. Alors, je laisse aller Nicolas avec la suite. Merci. Bonsoir tout le monde. Nicolas Bergeron, j'étais à la demande ici ce soir pour vous aider là, dans la gestion des fameux castors. En fait, je suis content de participer à cette soirée-là parce que j'ai vu quand même plusieurs cas de figures, puis celui-là, c'en est un particulièrement intéressant. Ça fait longtemps, depuis plusieurs années, là, que vous êtes aux prises avec des problématiques. Il y a eu des choses qui ont été essayées aussi avec des bons coups, peut-être des moins bons coups. Donc, au fil des années, développer une expertise ou une évaluation du risque des barrages. Je suis piégeur professionnel aussi, comme peut-être qu'il y a d'autres trappeurs dans la salle. Il y en a-tu qui trappent à part Jude? Il n'y a pas d'autres trappeurs dans la salle. Je fais du démantèlement manuel et mécanique. Je fais de la supervision de travaux aussi. Tantôt, on en parlait, là, les permis SEG et les demandes d'autorisation. Je fais beaucoup de caractérisation écologique. Présentement, je suis un des cofondateurs de l'Institut des territoires, mais ce soir, je ne travaille pas pour l'Institut des territoires. C'est vraiment Nicolas Bergeron, biologiste. Fait que je suis content d'être ici ce soir. On avait un petit 10 minutes, j'ai une 7-8 acétates à vous présenter. On va être l'autre à côté.
Pour vous faire une histoire, en 2021, Agir pour la Diable, qui est des organismes de bassin versant, Cobali, RPNS, avec Abrinor, on avait produit une présentation. Je vous invite d'aller voir cette présentation-là qui est gratuite sur le site d'Abrinor. Il y a quand même plusieurs acétates là, qui vous permettent d'en connaître plus sur l'écologie du castor, tous les impacts qu'il peut avoir, aussi les solutions en lien avec les ponceaux notamment. Donc, je trouvais ça bien que cette présentation-là puisse être utilisée parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans que vous pourriez utiliser. Ça a marché. Comme on peut le voir, puis il y a plusieurs cas au Québec, là, le risque relatif au barrage de castor, ça peut être très complexe. Des fois, c'est très simple à résoudre. Des fois, c'est plus complexe. On l'a dit tantôt, là, ça permet d'éviter les bris municipaux, même des poursuites aussi. Il y a l'aspect aussi social qui est peu regardé dans le cas qu'on a présentement avec le lac Lefebvre. Il y a plusieurs utilisateurs. Il y a des niveaux de lac que certaines personnes n'ont aucun problème. Il y en a d'autres que le niveau de lac il est tout le temps trop haut. Donc, plus qu'il y a de monde qui utilise un lac ou qui a de l'utilisation, il y a une entente quand même à faire entre les personnes pour s'assurer que les gens n'aillent pas jouer avec des installations de structures de contrôle de niveau d'eau, comme par exemple des cubes Morancy, on va revenir un peu plus tard. C'est tout relatif aussi avec la santé publique. Hein. Si on laisse les castors des fois s'installer, il peut arriver qu'il y a des maladies, puis ça affecte beaucoup les milieux humides. Mais aussi, on le sait que les castors, ils ont un rôle à jouer aussi en conservation, en écologie. C'est sûr que dans un étang de castor, il y a beaucoup d'insectes, il y a des poissons, il y a des canards. Donc, c'est à prendre en considération. Puis les fameuses plaintes, quand que vous avez des problèmes avec les castors, bien, c'est souvent la municipalité qu'on va appeler pour essayer de trouver des solutions aux problèmes. Je pourrais en rajouter, mais je vous fais un résumé de ce qu'on avait été sur le terrain dans nos observations au début du trapage du castor qui était au mois d'octobre. Puis, dans la littérature, c'est sûr qu'après l'humain, le castor, c'est lui qui peut modifier son environnement le plus important. Donc, c'est normal que il y a des gens qui sont aux prises avec des problématiques de castor parce que souvent, avec l'historique, on va aller s'installer dans les bandes riveraines, on va aller même s'installer des fois dans des endroits comme le littoral, quand on parlait tantôt. Donc, l'aspect social est très important. Puis, comme je vous disais, tout le côté écologique du castor, je ne veux pas remettre ça en doute, mais dans votre cas, c'est quand même particulier. Le problème découle probablement historiquement, là, avant dragage, en 1950, le niveau était plus haut du lac Lefebvre. 1950, pourquoi ils ont débuté du dragage? Bon, OK, il y avait la navigation, mais on avait souvent des tendances à l'époque d'intervenir. On voulait contrôler, mettre la nature au pas, ce qui a fait en sorte que, en faisant des digues, bien, souvent les gens vont s'approprier les milieux humides puis les lacs en construisant plus près du bord de l'eau. C'est normal, on veut voir loin, on aime ça voir la vague sur le bord de l'eau. Puis après le dragage, bien, tantôt la collègue elle l'a dit, le niveau du lac Lefebvre était plus bas. C'est devenu un milieu lotique, c'est-à-dire qu'il est redevenu cours d'eau avec circulation de l'eau. Puis les photos historiques ne trompent pas. Donc, au fil des décennies, après le dragage,
il y a eu de l'accumulation de sédiments dans les étangs de castors. Il y a eu aussi de la prolifération de plantes aquatiques. Les castors, si on les laisse là, au début, c'est le fun, mais quand la colonie commence à grossir, bien, ça amène de l'accumulation de matière organique. Puis, souvent, bien là, vous allez avoir une prolifération de plantes aquatiques. C'est très bien pour les petits canards et les poissons, mais ça peut aussi occasionner des problématiques de circulation d'eau. Puis, il y a aussi même des tentatives d'installation de cubes Morancy qui a été faites sur le site, qui sont plus actifs présentement, les cubes Morancy. Donc, ils sont présentement sur le terrain, mais ils ne sont pas fonctionnels. Combien de temps qui ont fonctionné? Peut-être qu'il y en a qui ont la réponse, mais souvent, quand on installe des cubes Morancy ou des systèmes de contrôle de niveau d'eau, ça prend beaucoup d'interventions pour vérifier si ça marche. On installe ça dans ces types de milieux-là. En fait, historiquement, quand on regarde les photographies aériennes, c'est un milieu humide de type tourbière boisée qui a été inondé. Donc, toute la capacité de rétention d'eau, quand que le niveau est bas, vous ne l'avez plus. Donc, quand il y a des périodes de pluie hyper importantes dans le bassin versant, souvent, ça va flusher très rapidement. Puis, ce type d'habitat-là fait en sorte que les castors construisent des barrages, mais plus avec de la matière organique que des branches. Donc, ces barrages-là sont très susceptibles de céder n'importe quand. Durant l'été, vous allez avoir peu d'eau, mais le moindrement que vous allez avoir des coups d'eau importants, il n'y a pas assez de branches dans les barrages pour soutenir des barrages très longtemps. Il y a trop de matière organique. C'est une tourbière boisée qui a été complètement inondée. Puis là, je ne parle même pas des changements climatiques avec les épisodes de pluie qui sont de plus en plus importants, qui viennent complexifier toute cette dynamique reliée à l'eau-là. Donc, on le voit, là, de 2014 à aujourd'hui, c'était des milieux lentiques. Des milieux lentiques, là, c'est comme des étangs, c'est des sites où l'eau circule peu. En fait, la matière organique est emprisonnée, puis la preuve, il y a des barrages à castors. Il y avait des barrages à castors qui se sont installés. Pas un, pas deux, il y en a 3, 4. Puis ça, c'est un signe avant-coureur que les colonies étaient très bien installées. Donc, maman, papa, ils ont eu des bébés. La colonie, quand il y en a rien que 3, 4, c'est le fun. Mais quand ils sont rendus 10, 15, 20, 30 castors, ça peut amener vraiment des modifications à l'environnement. Donc, en résumé, là, ce qu'on pourrait dire, puis j'ai fait un rapport pour ça, là, il y aurait comme 2 phases. Mais la première ce que j'ai conseillé à la ville, puis il y avait déjà bien débuté, là, c'est un effort de piégeage soutenu. Ce que j'ai recommandé, c'était 12 engins de capture certifiés avec les programmes gestion des animaux à fourrure entre l'émissaire du lac Lefebvre puis le lac du Cerf pour une période minimale de 15 jours, afin qu'il y ait un effort de piège soutenu pour prendre le plus d'individus possible. Ça a été réalisé en deuxième partie parce que le piégeur, Jude, qui est en arrière, il avait déjà commencé à capturer, puis il avait pris, je pense, dis-moi si je me trompe là, Jude, mais au moins 8 castors de déjà capturés. Puis là, vous êtes rendu à combien? 12? OK. Il est rendu à 12. Puis je pense qu'il restait encore des castors à capturer. Mais ça fait rien que vous dire que malgré l'effort de piégeage que Jude a mis, il y a déjà 12 castors qui ont été extraits de cette zone-là, qui, selon moi, il n'y aurait aucun castor qui devrait être toléré de cet endroit-là. Puis les cubes Morancy, sont plus utilisables. Ils sont là, mais finalement, c'est comme des déchets dans l'eau.
ça serait de les retirer mécaniquement puis de les disposer sur le site à côté, si jamais on en a vraiment besoin. Mais ça me surprendrait. Puis après la séance de capture, bien, toujours démanteler graduellement et progressivement les barrages de l'aval vers l'amont. Ça, Jude avait déjà commencé à faire le travail dans ce sens-là. Puis, en exemple, pour une phase 2, une règle graduée à l'émissaire du lac Lefebvre qui permettrait de savoir c'est quoi le niveau d'eau acceptable pour les gens ou l'association du lac. Puis ça, souvent, ça vient contrecarrer des efforts de piégeage. S'il y a quelqu'un qui est pour le piégeage, puis une autre personne qui est contre puis qui vient faire du vandalisme sur des engins de capture, c'est sûr que ça ne marche pas, là. Fait que une règle graduée viendrait peut-être aider à stabiliser le côté social de la chose. Est-ce qu'on pourrait prendre les questions à la fin ou sinon je peux répondre n'importe quoi? À l'embouchure, à l'émissaire du lac Lefebvre? Oui. OK, je ne l'avais pas. Juste la maison qui était... OK, je te la descendre. La maison rouge. OK. Juste là, il y avait une règle tout plein de là. OK. D'ailleurs, pas normal, mais Maurice allait prendre les mesures à toutes les semaines. OK, bien ça, c'est intéressant. On pourrait aussi, là, puis je vous invite à aller voir la présentation qui avait été faite à l'époque en 2021, mais les castors, il y a plusieurs méthodes. Je pense que c'est une gestion intégrée qu'il faut faire. C'est aussi d'installer peut-être des grilles. Si vous avez seulement 10 arbres feuillus sur votre terrain, bien, installer des grilles, ça ne coûte pas cher, c'est vite installé. Puis vos arbres, vous allez les conserver, puis les castors, ils ne viendront pas les couper. Puis, je crois, puis je ne suis pas le seul à le dire, puis c'est partout au Québec, là, ça prend une formation spécialisée dans la capture des castors. C'est une job très technique, puis je pense qu'il y a bien, les trappeurs pourraient le dire. Donc, éventuellement, il va falloir former d'autres trappeurs. C'est un type de trappage que c'est au-delà de seulement la fourrure. Tu sais, si ce site-là, c'est tolérance zéro, bien, c'est pas seulement avec 2 pièges pendant une semaine qu'on va arriver à de quoi. Il faut mettre la pression quand c'est le temps. Puis la phase 2, bien, le piégeage préventif, si vous avez déjà, la municipalité avait déjà commencé à faire un piégeage préventif, puis je pense que c'était vraiment la mesure à suivre, bien, ça va être de le refaire aussi à l'automne 2025, puis probablement qu'il va capturer de moins de castors, tant mieux, c'est ça qu'on veut pour le même effort de piégeage. Puis en même temps, bien, tu vas continuer la gestion des barrages. Puis je crois sincèrement que même avec les photos historiques de 2000 à 2006, c'est un milieu lotique. Il y avait déjà un cours d'eau qui circulait au centre de toute la tourbière boisée qui était là. Mais la tourbière boisée est présentement toute inondée. Là. Si vous allez là avec des grandes bottes, là, vous allez enfoncer là, c'est de la terre noire. Là. Fait que, moi, je pense que c'est réalisable. Puis les barrages successifs qui sont là, bien, les castors, ils font ça pour une simple chose, c'est qu'ils veulent aller chercher la ressource alimentaire qui est dans cet habitat-là bien particulier. En fait, des castors, ils seraient capables de survivre là à cause que l'eau il y a déjà une profondeur d'eau qui peuvent survivre durant l'hiver. Ça leur prend 0,7 mètres d'eau pour pouvoir survivre durant l'hiver. En ayant creusé à l'époque, on leur a fait probablement des condos, puis en plus, des condos à côté du garde-manger. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Mais les barrages résiduels qui vont être là après la capture, c'est un démantèlement manuel graduel, puis vous allez être capable de revoir un niveau du lac probablement plus bas que là actuellement. Mais encore là, bas pour quelqu'un, c'est 30 cm. Bas pour une autre personne, on le laisse comme ça. T'sais. Fait que la règle dans ce cas-là, probablement qu'à l'époque, si vous dites qu'il y avait une règle puis il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça,
Puis je sais aussi qu'il y avait un trappeur à l'époque qui piégeait les castors durant l'hiver. Puis c'est sûr qu'il y a eu ce piégeur-là qui est probablement plus actif parce qu'il est rendu trop vieux, malheureusement. C'est un métier qui se perd. Mais souvent, les castors, souvent les trappeurs font partie de la solution beaucoup, là, plus que ce que vous pensez. Puis le trappage, c'est une méthode très efficace pour contrôler les castors au niveau local. Même de créer une instinction. Tu sais, moi, je travaille pour un organisme de conservation, là, puis je ne suis pas contre la trappe. Là. Il faut trapper les castors. On a le droit de les trapper. Si on a le droit de les trapper avec un permis provincial, c'est l'automne le plus possible. Il ne faut pas attendre d'avoir des problématiques, puis sortir les permis secs durant l'été, prendre des castors au mois de juillet, puis les domper dans le bout. Là, ça n'a comme pas de bon sens. Tu sais, c'est une ressource. Moi, mais que je sorte d'ici ce soir, je mets mon casque de fourrure de castor. Il faut les utiliser. Il faut éventuellement en manger. Il y a des très bonnes recettes de castor. C'est vrai, c'est pas des blagues, là. Puis, la problématique, c'est que on a laissé s'installer des castors à un endroit qui ne devrait pas y être, là. C'est plate à dire, mais l'historique de creusage, ça l'oblige à revenir au niveau minimum. Parce qu'il y a des installations, il y a des quais, les gens sont habitués d'avoir un certain niveau. Parce que si vous laisseriez les castors, probablement qu'il y aurait des installations qui deviendraient ennoyées dans quelques années. Là. Fait que les castors, c'est bon d'en avoir, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour plein de choses. Mais dans ce cas-là, oubliez de recreuser ça, ça se fait plus, là, de recreuser comme à l'époque. Jamais que le ministère va vous donner les autorisations pour faire ça. Mais c'est ça. Je suis prêt à répondre à vos questions, puis... Merci, Nicolas. Fait que comme vous voyez, c'est pas un problème simple, disons ça comme ça. Le but ce soir aussi, c'est d'amener tout le monde ensemble à avoir une réflexion. Je pense que la municipalité a des responsabilités, la MRC en a, les citoyens en ont aussi. Fait qu'il va falloir travailler ensemble là-dessus. Là, il y a des choses, moi, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai compris. Là. Bon, j'ai compris que le lac, à l'origine, il devait être plus haut qu'on le souhaiterait aujourd'hui parce que les gens ont bâti quand le lac était plus bas, c'est ça que j'ai compris. Il y a trop de castors, ça j'ai compris. Après ça, les barrages, si on les défait pas, c'est dangereux qu'ils cèdent tout seuls parce qu'ils sont avec la matière organique, fait que là, ça va faire des sédiments en bas. Si on les défait trop vite, on a eu notre leçon, ça fait des sédiments en bas. Après ça, quand je dis que c'est pas simple, c'est pas simple. On est entouré de professionnels, on écoute tout le monde. Puis des fois, on entend des choses, là, soit des gens le dire ou l'écrire sur des réseaux sociaux ou autres, là, que la municipalité ne fait rien. Mais comme vous voyez, ce n'est pas le cas, là, parce qu'on agit depuis plusieurs années avec différents essais. Mais il va falloir que tout le monde travaille ensemble. Puis Nicolas mentionnait aussi s'il y a des regroupements sur le lac. Il y a déjà eu une association du lac qui n'existe plus. Donc, je vous encourage à la recréer. Puis à vous impliquer aussi, puis à nous impliquer dans votre association, qu'on travaille ensemble, puis que le trappage, il peut être pris par l'association aussi. C'est toutes des choses qu'on va pouvoir regarder ensemble, mais je pense que la conclusion, c'est qu'il faut travailler ensemble. Il y a un autre point aussi qui a été mentionné, qu'on a eu des problèmes avec le trappage. Certaines personnes, là, qu'on ne sait pas c'est qui, malheureusement, vont jouer avec les pièges, les démanteler, les défaire. Donc là, s'il vous plaît, je vous appelle aussi, là, ceux qui savent c'est qui, de dire à ces personnes-là que c'est peut-être pas la bonne idée. Les castors, comme qu'on dit, dans ce milieu-là, on ne peut pas les tolérer, malheureusement. On aimerait bien ça, là, protéger la nature tout le temps, mais là, il faut agir. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris de ça, mais là, je pense qu'on va aller avec la période de questions. Je suis sûr qu'il y en a. Fait que je vais vous inviter à venir au micro. Puis juste vous identifier avant, puis poser votre question, puis à qui elle s'adresse, puis après ça, si les autres veulent intervenir, on ira à tour de rôle. Merci. Il doit être éteint, là. Là, il marche. Il marche.
Bon, moi, c'est Caroline Huot. Je reste sur le lac Lefebvre. Je suis résidente et puis, évidemment, j'ai constaté les problématiques, le niveau d'eau, les berges qui sont affectées. Chez nous, on a perdu plusieurs pieds de rivage. On a refait du reboisement. On a essayé d'une façon écologique, comme on dit, de planter, de mettre le plus d'arbres possible et tout. Mais malgré ça, comme l'eau monte, bien, comme ils disent, ça gruge, puis ça part de plus en plus. Alors, c'est inquiétant. Moi, j'aimerais savoir, avec tout ce qu'on a entendu, si je comprends bien, là, on serait rendu au démantèlement des barrages. Mais est-ce que ça peut se faire là, l'hiver? Parce que moi, on craint pour ce printemps qu'il va y avoir une recrue d'eau, parce que présentement, le niveau est très haut. Alors là, s'il remonte encore plus haut, là, mon Dieu, ça va être vraiment inquiétant. Puis j'aimerais savoir quand est-ce que ça va être défait, ces barrages-là. Le démantèlement, comme Nicolas mentionnait tantôt, il se fait en continu là, avec la trappe, parce que dans le fond, c'est l'outil. Mais là, peut-être, je vais laisser la parole à Nicolas pour l'expliquer mieux. C'est lui le spécialiste. Mais dans le fond, c'est un peu ça notre gauge pour savoir combien il reste de castors. Là. Quand on le défait puis que le lendemain, ils en ont refait autant qu'on a défait, ça veut dire qu'il faut encore trapper beaucoup avant. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dedans. Mais... Oui. C'est sûr que là, on tombe dans la période hivernale, ça vient compliquer beaucoup le travail des piégeurs. Ça, c'est sûr, on tombe dans un moment où il n'y a pas de glace, là, il y a de la neige, il y a de la glace. Juste de se rendre à l'endroit, ça commence à être plus difficile. Je vous dirais qu'il est tard, mais quand on est allé sur le terrain tantôt, puis il y a encore une job manuelle à faire qui pourrait être faite, là. C'est sûr que là, il faut s'habiller, il faut avoir des grandes bottes, il faut être équipé, mais ça se fait, là. Mais c'est minuit moins une, mais ça se fait. En fait, il faut qu'il continue le trapage. On a vu qu'il y avait encore des castors sur le site. Il va continuer le trapage, puis il avait déjà commencé, Jude, à enlever des barrages, mais le barrage principal qui est le plus au sud, à l'ancien Cube-Morancy, c'est comme le barrage principal de la colonie qui est là. Puis ça, c'est sûr qu'il faut que ça s'enlève le plus possible. Il faut ramener ça au niveau le plus bas possible, là. Mais il est tard un peu, là, mais ça se fait. Parfait. Puis comme vous le savez, il y a des règles à suivre quand on le démantèle. Là. Si je ne me trompe pas, c'est 10 par jour. Là, puis, ouais. Puis là, ça commence à être plus facile aussi parce qu'avec la température froide, on tombe dans une période où là, les débits ils commencent à diminuer de plus en plus, là. Fait que c'est même plus facile, des fois, faire des interventions tard à l'automne. OK, ça se fait, là. Puis, on ne parle même pas d'un point de vue mécanique, là. Mécaniquement, c'est sûr que ça se fait demain matin aussi, là. Mais avant d'arriver là avec des pelles, il y a une job manuelle à faire pour assécher le site le plus possible. Puis dans une phase 2, peut-être la job de pelle, mais avec ce que j'ai vu sur le terrain, il y a une job manuelle à faire. Idéalement, ça serait peut-être 2 personnes, là, ça serait beaucoup plus facile à réaliser, là. Merci. Oui. Bonjour, mon nom est Denis Landry, résident riverain du Lac-Lefebvre. Pour mentionner ce que M. Lemaire a dit tantôt, oui, il y avait une association des riverains. J'en étais le président. J'ai été obligé, à regret, de fermer l'association parce qu'on n'avait pas de membres. On était 2. Moi et Francine, je pense. Hein? On était 2 en dernier. Ouais. Et puis, malheureusement, la raison est quand on essayait d'aller chercher des membres, ils disaient « Ouais, mais vous ne faites rien. Le lac, il monte, des castors, vous ne faites rien. » Fait que, on ne veut plus être membre. On a fermé. Peut-être qu'un jour, on rouvrira, tant mieux. Pour faire suite au niveau d'eau, j'ai constaté, depuis que je suis au Lac-Lefebvre, en 15 ans, il n'a jamais été si haut qu'en 2024. En 2023, j'ai sonné l'alerte. J'ai dit, oh, on court devant les troubles, là. L'eau est haute, très haute. Je n'ai pas eu de réponse. Je suis obligé de me retourner vers la MRC. Et puis, finalement, bien, ça s'est mis à bouger un peu.
C'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors, juste pour donner une idée de ce que ça a l'air chez nous, à partir de la tribune jusqu'à la Seine, c'est complètement inondé, des dizaines d'arbres dans l'eau depuis 8 mois. 8 mois. C'est long. C'est très long. Moi, quand je vois sur le bord de l'eau, j'aime pas ce que je vois, mais pas du tout. Et puis, ça continue, l'érosion, évidemment. Là où le terrain n'est pas inondé, c'est l'érosion qui a fait reculer la berge d'environ 3, 4, 5, 6 pieds à peu près. Donc, je suis content de voir que peut-être qu'on va en venir à bout. Ma question est, pourquoi, à mon premier signalement, est-ce qu'il n'y a rien qui a bougé? On m'a même répondu, tout est conforme. C'est ce qu'on m'a répondu. Bien, tout est conforme. Depuis qu'on est en place, le conseil actuel, il y a toujours eu des contrats avec des trappeurs. Donc, c'est pas vrai qu'on faisait rien. On a toujours trappé. Maintenant, il y a toutes les explications que vous avez eues tantôt, là, du pourquoi il y a beaucoup de castors, mais je ne sais pas quoi vous répondre d'autre que ça. Okay. Vous, votre impression, ça a peut-être été qu'il n'y a rien qui bougeait, mais ce n'était pas le cas. Là. C'est parce qu'on m'a répondu, tout est conforme, puis on ne bougera pas tant que la MRC ne nous dira pas de le faire. Parce qu'on a eu notre leçon aussi, comme vous savez, avec l'événement des sédiments, là, c'est pas vrai qu'on va aller redéfaire des barrages de façon agressive, disons, ou trop agressive, puis qu'on ait des conséquences comme on a eu. Nous, on doit agir responsablement des deux côtés. Tu sais, on est pris entre l'arbre et l'écorce, là, c'est vraiment le cas. À ce moment-là, j'ai une autre question. Suite à votre épisode que vous avez dit, justement, enlever des sédiments avec l'espèce de grenouille, est-ce qu'il y a des instances supérieures à la municipalité qui vous a dit « Arrêtez de faire le démantèlement de castor, touchez plus à ça ». Non, ils n'ont pas dit de ne plus le faire, mais ils ont dit de ne plus le faire comme ça, par exemple. Okay. Ça, on a compris. Parfait. Tu sais, quand je vous dis c'est compliqué pour chercher des solutions, c'est ça, je veux dire, c'est pas simple. Là. Puis si tu demandes au ministère, viens m'aider à le faire, c'est pas ça qu'ils vont faire. Tu sais, c'est pas évident, là. Eux autres sont bons pour nous taper ses doigts, mais ils sont pas très bons pour nous accompagner. Tu sais, on aimerait bien ça, mais c'est pas si simple. Juste pour toujours parler du lac Lefebvre, comment l'eau est tellement haute par rapport à n'importe quelles autres années que je suis là. Les quais qui sont au plus haut, habituellement, il y avait 12 pouces d'eau qui passaient par en dessous. Là, l'eau touche au quai. On est rendu là. L'hiver prochain, comme Mme Caro disait, cet hiver, et l'automne, printemps prochain, si on a beaucoup de neige, tout ça, les quais, il n'y aura plus. Ils vont être partis. Voilà. Si votre question, c'est si on est au courant que l'eau est haute, oui, on est au courant que l'eau est haute, puis on essaie on est au courant. C'est ça. Bonsoir, moi c'est Carole Landry, je suis aussi résidente du lac Lefebvre. J'aimerais savoir si dans mon cas, il y a une solution, parce que comme c'est là, j'ai 3 arbres qui sont tellement penchés, ils touchent presque à l'eau. Ce qui fait que si ça venait qu'à partir, moi, là, mon terrain, là, il se pourrait que je me retrouve dans le lac. Est-ce qu'il y a des solutions pour moi? Peut-être que je laisserais plus agir environnement. Oui. Bien, en fait, souvent, quand les arbres sont trop penchés, puis que là, bien, ils peuvent, tu sais, continuer de basculer puis amener beaucoup de, toutes les racines puis toute la rive avec eux, bien, à ce moment-là, d'aller vous chercher un permis pour couper ces 3 arbres-là pour que le poids ne les fasse plus pencher puis risquer de déraciner. Une fois que ça va être fait, au printemps prochain, bien là, c'est d'essayer de laisser vraiment toute la souche là puis d'essayer de faire une stabilisation avec la souche qui est là. Mais c'est ça. Ce qui pourrait être fait rapidement, c'est de couper les arbres pour pas que ça... Puis on demande le permis où, à ce moment-là? Pour couper des arbres comme ça, la municipalité peut donner les permis. Oui. Ouais. Puis, c'est parce que tu as vu comment c'est chez moi. Ben, on ne peut pas descendre pour aller couper les arbres. Okay. C'est impossible. Parce qu'ils sont pratiquement dans l'eau.
J'ai plus de berge, j'ai plus rien. C'est ça. Oui. Peut-être d'attendre l'hiver. Ce serait puis probablement la seule solution. Ouais. Qu'à ce moment-là, je serais moins inquiète. OK, merci. C'est pas la solution parfaite, mais ça peut réduire un petit peu les risques que, justement, ça l'amène toute votre rive. Bonsoir. Mon nom est Michel Binette, j'habite le lac du Cerf, bien sûr. Le fait que l'eau est très élevée, il y a beaucoup de dommages qui se produisent en ce moment sur mon Bottas. Vous allez dire, bien, il est auprès de l'eau. Oui, mais au moment où j'ai acheté, il y a 11 ans, c'était pas le problème, hein? Il y avait à peu près 1,5 pied à part sur la plateforme, en dessous de la plateforme. Maintenant, ça rentre en dessous de mon garage. Donc, je voudrais savoir, parce que j'ai demandé à la ville, je pense que c'est monsieur à l'autre bout, des poches de sable. Et malheureusement, il m'a raccroché au nez. Je voudrais juste savoir s'il y a possibilité qu'on m'offre des poches de sable pour que je puisse, évidemment, protéger un peu le Bottas, l'intérieur du Bottas. Et puis, parce que l'eau, vous savez que ça gonfle. Hein? Quand ça gèle, là, au moins minimum 3 fois son volume. Donc, je voudrais, si la ville me permet, de m'apporter des poches de sable. Je demande juste ça. Pour protéger minimum l'intérieur de mon Bottas. Écoutez, moi, je ne peux pas vous répondre là, oui ou non maintenant, mais c'est sûr que les mesures particulières pour chaque propriété, on en parlait tantôt un petit peu, puis c'est un peu le but de la présentation aussi. Tu sais, il y a une responsabilité partagée, municipalité, citoyen. Il y a des choses, là, on pourra en reparler, mais des poches de sable, peut-être, vous pouvez les faire venir tout simplement, puis, tu sais, c'est pas à la municipalité de les fournir. De toute façon, le sable qu'on a dans notre réserve de sable, il y a du sel dedans, donc ça ne pourrait pas être ce sable-là. Après ça, est-ce que vous pouvez mettre des poches de sable là, en bande riveraine? Ça, c'est une autre question que je me pose en même temps que je vous réponds, mais je ne suis pas biologiste, fait que j'aimerais ça qu'on regarde ça. Fait que ça, je ne pourrais pas vous répondre oui ou non là tout de suite. Là, mais... Je vais faire un aparté parce que j'avais une résidence à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et puis la ville elle-même nous procurait des poches de sable pour au niveau de l'eau. Oui, ça, c'est quand il y a des inondations là, donc, majeures, là, je comprends. Non, mais moi, je n'ai pas subi ça. Mais la ville les passait gratuitement, puis les reprenait à la suite, c'est tout. Et donc, je pensais qu'ici, au lac, on pouvait faire la même chose. C'est pas... Oui, comme je vous dis, eux, ils ont le setup fait pour ça, parce que c'est récurrent chaque année avec les... J'imagine que c'est un problème. Nous, on n'est pas organisé pour ça, mais par contre, j'imagine qu'on peut mettre des poches de sable qu'on achète en quincaillerie, là, je ne sais pas. Mais nous, notre sable, il est mélangé, comme je vous dis, avec du sel, fait qu'on ne pourrait pas prendre ça, là. Mais là, ce que j'ai fait, j'ai pris des sacs moi-même. J'étais pour chercher du sable à la ville, mais les portes étaient fermées, donc j'ai pris du compost. Je ne sais pas si ça fait la même chose, mais en tout cas, ça ne fait pas la même chose. Et puis j'ai pris aussi, comme l'eau est très élevée, il y a beaucoup de troncs d'arbres. J'ai pris des troncs d'arbres, puis j'ai essayé de prévoir. Mais en tout cas, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est peut-être là, parler avec Annie tantôt, là, plus en privé de votre cas, là, voir si c'est une... Je ne sais pas si tu accepterais. Oui, là, mais, oui, bien sûr. Je te mets ça dans les pattes. Mais... Parce que je n'ai pas très bien compris où est-ce que vous apposez les sacs. Bien, sur ma plateforme, parce qu'il y a déjà de l'eau, il y a à peu près un pied d'eau. Vous, c'est pour bloquer la porte, puis disons, pour que l'eau rentre? Pour bloquer, pour pas que ça rentre en dessous. Mais déjà, l'eau a pénétré en dessous. On peut, à peu près, comme ça, là, c'est évident là, que ça peut tout briser si j'arrive avec le bateau, puis je sors le bateau, tout s'effondre. OK, mais en tout cas, on pourra regarder plus en privé peut-être vos solutions, parce que je ne sais pas, là, sans voir le site, ou en tout cas peut-être faire une visite, je ne sais pas trop. Là, mais... Et donc, voilà, puis en tout cas, j'ai fait de mon mieux, parce que c'est sûr que... Mais oui. Mais il faut peut-être vous faire accompagner par des professionnels aussi dans le cas. Là, je vous remercie beaucoup d'être poli avec moi aussi. Vous ne m'avez pas raccroché au nez, comme monsieur. Merci infiniment. Pas de problème. Autre question? Oui?
Bonsoir, Pierre Brien, je suis résident du Lac-Lefebvre également. Commencer, merci aux gens qui nous ont donné toute cette information-là et aux gens qui ont organisé la rencontre. Je pense que c'était dû. Il y a beaucoup de questions qui se posaient. J'ai reçu toute cette information-là, puis je me pose la question là. Ce que je comprends, c'est que soit qu'on s'adapte, ou soit qu'on trouve un moyen de ramener le niveau d'eau à un niveau gérable pour les infrastructures. Ou un petit peu des deux, moi, je dirais. Ou un petit peu des deux, bon. C'est là que ça va se trouver. Ça m'amène à ma prochaine. En fait, j'ai deux questions. Là. La première, c'est est-ce qu'on a un plan qui nous amène à un niveau d'eau souhaitable sur un échéancier de 1 an, 2 ans, 3 ans, en combinant toutes ces mesures-là? Est-ce que la municipalité, est-ce que la MRC va élaborer un plan dont on pourra prendre connaissance, auquel on pourra participer et qui nous amènerait à un retour à un niveau acceptable, puis raisonnable, puis sécuritaire pour nos terrains et nos infrastructures? Le plan, naturellement, tu sais, j'aimerais ça vous répondre dans 6 mois, dans 7 mois, mais tu sais, on deal avec la nature, avec des castors, avec du vivant. Je pense que Nicolas l'a mentionné tantôt, tu sais, c'est de trapper au maximum, défaire le plus possible. Puis tu sais, tu me corrigeras, Nicolas, mais on va voir avec l'évolution de tout ça. Là, tu sais, je pense pas qu'on est en mesure d'établir un plan précis, de dire l'été prochain, au mois de juillet, ça va être réglé. Puis tu sais, j'aimerais bien ça, moi aussi. Mais je ne parle pas de le régler, je parle de dire, est-ce que les mesures qui sont proposées par monsieur et par les biologistes et par la MRC vont nous amener à dire, on va mesurer le niveau, on a parlé d'une règle, on va mesurer le niveau du lac au ruisseau, et on va viser que dans 1 an, on va avoir baissé le niveau de 6 pouces, dans 2 ans, on va avoir baissé le niveau d'1 pied. Est-ce qu'on se donne des objectifs de cette nature-là? Est-ce qu'ils sont écrits en quelque part? Est-ce qu'on a un plan écrit, adopté, puis qu'on peut voir évoluer? Là? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut trapper encore, voir comment le milieu réagit. Après ça, on va pouvoir établir le niveau acceptable. Est-ce que c'est ça que j'ai-tu bien compris? Exactement. Là, en fait, c'est comme la phase 2. Si la MRC et la municipalité vont là, de toute manière, historiquement, la municipalité l'avait déjà fait. Fait que la pendule revient. Ça a été comme délaissé, la gestion, mais vous n'avez pas le choix de revenir avec ça. Là, puis une règle, c'est sûr que c'est pas très cher à installer. Il s'agit bien que les gens n'aient pas joué avec le niveau de la règle pour amplifier la problématique, mais ça va vous aider beaucoup là, à savoir, y a-t-il une alerte ou, tu sais, des fois, là, le téléphone arabe, là, quelqu'un dit « Ah, quel niveau est trop élevé », mais c'est trop élevé par rapport à quoi, tu sais. Mais ça pourrait faire partie d'une phase 2, effectivement, mais le trappage, c'est la priorité dans ce cas-là. Puis, si la capture est assez efficace, bien, la capacité de support en trappant, ça va ramener la population au niveau minimum. Peut-être que l'année prochaine, il va capturer 4-5 castors, puis tout d'un coup, la problématique, elle va se régler d'elle-même. Mais la règle, c'est comme la base de dire, voici le niveau qu'on souhaite obtenir. Cela étant dit, le niveau minimum qui est là, c'est pas le niveau minimum qu'il y a eu dans les années 50, quand il y a eu le creusage de la digue. Ça veut dire simplement que si vous avez des infrastructures dans les rives, dans le littoral, puis vous êtes à l'étape de reconstruire, je vous dirais, sortez de là, parce que sinon, c'est des problèmes à n'en plus finir. Ça, c'est le premier message que j'aurais à vous dire. T'sais, si vous avez le choix de sortir vos cabanes à bateau, puis peut-être de même de surélever vos quais, ça serait peut-être aussi une option à regarder. Là. Avec les castors, il n'y a pas une méthode qui va primer sur toutes les autres. C'est pas rien que le piégeage. Le piégeage, c'est les comportements des citoyens avec le milieu hydrique. Puis de dealer avec les castors en pensant qu'on est capable de les gérer en mettant des queues de Morancy. J'en ai tellement vu là, des affaires, mais la règle, ce serait éventuellement une étape. OK.
la deuxième partie de ma question, si vous permettez. On sait beaucoup les castors, là, mais je me demande si nos experts ici savent l'effet des comportements humains, je pense de la navigation notamment, sur l'érosion des berges, parce que c'est une problématique également, surtout en été, évidemment, là, quand il y a beaucoup de navigation, puis avec des gens qui ont des comportements plus ou moins responsables près des berges, là, des wakeboats, et des affaires comme ça. Fait que, oui, pour les castors, mais il y a les comportements humains à contrôler, puis quels sont les pouvoirs d'une municipalité ou d'une MRC pour intervenir là-dessus, sachant que, en général, c'est au fédéral que ça revient, la navigation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être fait? Parce que tout ce qu'on a actuellement, c'est des balises là, qui disent vitesse maximum, qui ne sont pas respectées, bien évidemment. Mais je pense que ça contribue à l'érosion. Peut-être pas au même niveau que les changements climatiques ou les vents, les vagues, mais je suis persuadé que ça fait partie de la problématique. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Merci. Si je peux me permettre, je veux juste pas qu'on rentre dans ce côté-là, parce que c'est vraiment au niveau des castors, puis là, le temps file, puis si on s'embarque là-dedans, on va jaser pendant 2 heures, surtout que Pierre-Étienne est là, qui a accepté de venir d'ailleurs de Cobali. C'est un sujet qui revient sur tous nos lacs, tu sais, mais je voudrais pas qu'on rentre là-dedans ce soir, là, parce que, mais je suis conscient, on est conscient, on comprend tout ça, puis on pourra s'en reparler dans un autre contexte, parce que là, il est déjà... Je peux dire que la MRC n'a aucun pouvoir sur la navigation. On a bien des responsabilités, mais on n'a pas celle-là. Et il existe différents outils, puis peut-être que c'est Cobali que vous pourriez contacter, mais il y a des associations, des riverains qui se font des chartes au niveau des lacs, parce que venir gérer la navigation, c'est un processus qui est très, très long et c'est le dernier choix ultime qu'on peut prendre. Mais on a déjà un code de conduite, on a déjà la loi de la marine marchande qui s'applique, on a tout ça, là, fait qu'on est déjà quand même en bonne position, mais après ça, c'est l'affaire appliquée, c'est un autre défi, on en a déjà parlé, puis on en reparlera, mais... Oui? Oui, bien moi, c'est concernant les plans que tu avais proposés en 2019, ouais. Puis que ça n'avait pas fonctionné parce que je pense que les gens, ils ne comprenaient pas que ça pouvait coûter aussi cher, tu sais. Mais je sais qu'il y a 2 ou 3 propriétés sur le bord du lac Lefebvre qui vont avoir besoin d'interventions comme ça parce que les maisons sont en train de descendre dans le lac, tu sais. Fait que ma question, c'est est-ce qu'il y a de l'aide, des subventions qu'on pourrait aller chercher pour ça, tu sais, que je suis plus là, moi, là. Je suis déménagée depuis ce temps-là, je suis plus sur le bord du lac, mais, je veux dire, on avait fondé l'association en 2009 avec mon conjoint puis d'autres membres, donc je suis au fait pas mal de ce qui se passe, là. Il n'y a pas vraiment de subvention pour la stabilisation des rives comme ça, des rives résidentielles, fait que privées. À ma connaissance, il n'y en a pas, puis je fais le tour beaucoup des subventions qui sont disponibles. Fait que je ne sais pas, Pierre-Étienne, tu n'en connais pas non plus, hein? Fait que je pense pas qu'il puisse en avoir. Fait que, les montants que j'ai donnés, il y avait beaucoup de montants, c'était pour le lac au complet. Fait que de dire, ben ça peut être séparé. Donc, il ne fallait pas tout additionner les montants, puis dire chaque propriété, on additionne tous les montants. Fait qu'il y avait, la majorité des montants, c'était pour le lac au complet. Mm-hmm. Fait que de diviser ça à tout le monde. Mais oui, c'est quand même, c'est à prévoir dans un budget. Oui. Mm-hmm. En tout cas, c'est ça ma question. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette rencontre-là parce qu'on a 2 autres assemblées après à faire. Mais merci tout le monde. Je vous invite à rester pour les assemblées, naturellement. Là, je suggérerais qu'on prenne un petit 10 minutes peut-être là, pour se placer. On est déjà en retard sur l'horaire de toute façon, mais... Donc, on pourrait prendre un petit 10 minutes. Il y a du café et des petites bouchées en arrière. On va juste se réinstaller pour notre séance, puis on redébute. Merci beaucoup.